de Chayalet Tzahal, et comme on a l'habitude de mentionner, alors, Nagdish et Shiur, les Zecher HaMevorach, les Chayalet Tzahal, Zichronam Livracha. Et la question que je me pose quand je lis cette paracha, il y a beaucoup de questions quand on pose. On aborde la paracha Tazria Metzora, et que j'appelle ici Tazria Taharot. Et j'ai appris ça, ce changement du Rav Yosef Haïm de Bagdad. Il ne dit pas Tazria Metzora. On ne peut pas donner à une paracha le nom de la lèpre, ça ne va pas. Alors, comme la paracha Metzora, comme on l'appelle d'habitude, commence par le mot Vaï Beyom Taharato, alors pourquoi pas appeler Taharot? Et c'est comme ça qu'il dit, alors on va appeler ça à partir de maintenant Parashat Tazria Taharot. C'est mieux, c'est plus positif. Mais en tous les cas, et dans cette paracha-là, on a plusieurs phases, et en tout cas dans Parashat Tazria, on nous parle d'impureté. D'impureté biologique qui ont affaire au corps de l'homme, qui n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui vient de la personne humaine, de son corps. Et il y en a quelque sorte qui concernent le corps humain, mais il y a aussi tout d'un coup quelque chose de bizarre qui est, comme vous voyez là sur la caricature, un médecin qui vérifie la bonne santé d'un vêtement, parce que la Torah nous dit effectivement que le vêtement est frappé de tsara'at, qu'on appelle d'habitude la lèpre, comme si le vêtement est malade. Mais alors, ça veut dire quoi? Le vêtement est malade, il a la lèpre. Le pauvre, il faut peut-être l'amener chez le médecin. C'est bizarre comme manière de voir les choses, mais comme ça, la Torah nous dit, le beget tzemer ou beget pishtim. Et la traduction que je vous amène là, celle du rabbinat, elle est fidèle. Et il y a une altération lépreuse dans une étoffe. Il traduit l'étoffe, mais beget, c'est l'habit que l'on met. Et de quoi il s'agit exactement? De quoi ça parle? Comment ça fonctionne? Et je ramène ici tout de suite ce que nous dit Maïmonide. Rambam, Ilchot Tum'at Tsarat. Il a récolté toutes les halachot concernant ces lois-là de Tsarat, de ce qu'on appelle la lèpre. Et dans 16 chapitres du livre de Taharot, dans les Mishneh Torah. Et le dernier article nous dit la chose suivante, Hatsarat Ushem Ha'amur Beshutafut. C'est ce qui signifie que lorsqu'on emploie le mot Tsarat dans la Torah, c'est un mot qui a beaucoup d'associations. C'est-à-dire on utilise le même terme pour plusieurs choses différentes. Kolel Inyanim Arbe She'en Domim Zelazé. C'est-à-dire on peut appeler Tsarat des choses qui sont entièrement différentes dans leur essence et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils se ressemblent peut-être dans quelque chose, mais en fait, c'est des choses entièrement différentes. Et il nous donne les exemples. Loven ora adam karui tsaraat. Lorsque la peau de l'homme est blanchie, on appelle ça tsaraat. Unefilat ktsat se'ar harosh ou azakan karui tsaraat. Et le même terme est employé lorsque quelqu'un perd quelques cheveux de sa tête ou de sa barbe. On appelle aussi ça tsarat. Mais c'est ces deux phénomènes physiologiques entièrement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais on emploie le même terme. Et ensuite, en plus, shinui en abgadim, lorsque la couleur des vêtements change, au habatim, ou bien qu'il y a des taches sur les maisons, sur les murs, là aussi on appelle tsarat. Donc, il y a peut-être quelque chose, un caractère qui relie tous ces phénomènes-là, mais en fait, ce sont des phénomènes entièrement différents. C'est ce que veut nous expliquer le Rambam, qu'on ne se trompe pas, qu'on appelle tsarat un phénomène qui touche les vêtements, mais ce n'est pas une maladie, nous dit le Rambam. Ce n'est pas quelque chose de physiologique, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur des cellules et qui forment le vêtement. Non, ce n'est pas cela. Quand il s'agit de l'homme,
Alors oui, c'est un phénomène naturel, un phénomène physiologique qu'on peut amener chez le médecin qui était sur la caricature et peut-être qu'il trouvera une solution à la chose. Mais peu importe, quand on aborde le sujet, est-ce qu'il s'agit de la raison d'être de cette maladie? Mais c'est une maladie, c'est-à-dire c'est une déformation dans les cellules qui forment le corps humain. Alors que la tsarat à Beged, non, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas une déformation interne dans les cellules, c'est une tache qui tout d'un coup se met sur un habit ou sur le mur de la maison. Vezeh Hashinu, il continue le Rambam, Vezeh Hashinu, ce changement-là, Ha'amo Babgadim ou Babatim, ce changement-là à propos des habits et à propos des maisons, Shekrato Torah Tsarat, que la Torah appelle donc Tsarat, peu importe, maintenant on a compris, Beshutafut Hashem, en association, en idée, en termes, en fait, en homonyme. Eno miminago shel olam et la hot ou pele haya Israël. Ce phénomène qui frappe les vêtements et qui frappe les maisons, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il ne mentionne pas ici le tsarat hagouf. Ça, c'est naturel. Il y en a qui pensent que ce n'est pas naturel. Mais en tout cas, pour Maïmonide, qui était médecin lui-même, il pense que c'est ce phénomène qu'on appelle tsarat dans la paracha, c'est quelque chose de naturel. Ibn Ezra allait dans ce même ordre d'idées. Et il y en a qui expliquent de cette manière-là le besoin d'exiler ou de séparer celui qui est frappé dans la paracha de Tsarat. Pourquoi? Parce que on risque d'être contaminé. Mais à propos des vêtements, c'est un phénomène qui est surnaturel. Et non, mais minago shel olam. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans l'ordre normal du monde, de son fonctionnement. Et la haute ou pelle, c'est un signe et c'est miraculeux qu'il y avait en Israël, que dès le Haziran Milachon Hara, et là nous ajoute le Rambam, que cette chose-là qui frappe les vêtements et les maisons, eh ben c'est pour nous prévenir qu'on ne fasse pas de Lachon Hara. Ça, c'est comme ça que le Rambam définit et explique notre verset. Et donc, lorsqu'on voit ici à Beged Kiyevo Negat Sarat, le mot Sarat ici, il faut le mettre entre guillemets. C'est comme s'il était malade, mais il n'est pas vraiment malade, ce n'est pas une maladie, c'est une déformation qui est miraculeuse de la volonté divine et qui vient nous dire quelque chose. Et ça vient nous dire quoi? Vient nous dire, attention, ne parle pas de médisance, ne fais pas de la shonara. Et comme ça qu'on soit le Rambam, après qu'il nous a expliqué les règles et les lois et les halachot et en tous les détails, parce que ces règles-là ont été détaillées d'une manière très, comment dire, exhaustive dans la Mishnah qui a le Seder Taharot et ensuite dans les Talmudim. Et donc le Rambam a ramassé toutes les halachot qui concernaient ce phénomène. Il y a des halachot très précises, comment faire, où, quand, comment et pourquoi, comme dans toutes les choses. Sur cette question-là, il n'y a pas de machloket entre le Rambam et le Ramban. Maïmonide et Nachmanide sont tous les deux d'accord que ce phénomène de tsarat à Beged, de la lèpre qui frappe les vêtements, c'est quelque chose de surnaturel. Seulement, Ramban, qui était un peu plus mystique, Nachmanide, il met le point là-dessus et il insiste. Il nous dit la chose suivante. Ce n'est pas quelque chose de naturel du tout. Mais ce n'est pas un phénomène qui peut se passer dans le monde. Il parle de tsarat à Beged et Nigé Abatim. La même chose pour les maisons. Aval, cependant. Biyot Israël Shlemim. Lorsque le peuple juif est Shlemim Lachem, ils sont en plein accord avec l'Éternel. Alors, Ruach Hashem Aleim Tamid. Alors, l'Esprit divin sera sur eux tout le temps et cet esprit-là met leur goufam, leur corps,
ou bigdehem et leurs vêtements, ou batehem et leurs maisons, bemare tov, en bonne position. C'est-à-dire lorsque l'homme est en accord parfait avec le divin, alors son corps est bien portant, ses vêtements sont appropriés et ses maisons sont bemare tov, sont même jolies, ont l'air comme il faut et tout va très bien. Et ça, c'est donc, le Rambam nous met ici un rapport très proche entre le physique et le métaphysique, entre le spirituel et le corporel. Le rapport spirituel de l'homme avec Akadosh Baruch Hu influence sur son corps, sur ses vêtements, sur son entourage. Mais, alors nous sommes tous shlemim lachem, lorsque le peuple juif est en bon accord avec Akadosh Baruch Hu, mais il y en a un qui fait une faute, chet ve'avon. Il se détache un peu, il est un peu écarté de cette plénitude-là avec Akadosh Baruch Hu, et lorsque ça arrive, oi oi oi, yithave ki'ur, bebesaro, ou bebigdo, ou beveto. À ce moment-là, il peut y arriver, et évidemment, ça influence. Le spirituel influence le corporel. Le harot, ça montre, c'est un signe. C'est ce que nous a dit Maïmonide. C'est un signe, lorsque ça arrive sur la maison ou sur les vêtements, alors j'ai été frappé, mon vêtement, mon pyjama a été frappé d'un signe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Akadosh Baruch Hu s'est un peu éloigné. C'est pour ça que le texte nous dit Venatati negatsarad. Et je mettrai, c'est pas quelque chose qui arrive, nous dit Akadosh Baruch Hu. C'est moi personnellement qui mets mon doigt sur le pyjama de M. Michael et je mets là un signe pour lui dire hey, fais attention. Venatati negatsarad bevet erez achuzatrem, sur les maisons où vous habitez. Kihi makat Hashem babaitaou. Donc, cette plaie est un signe divin de quelqu'un qui, dans un monde parfait, se détache un peu et faillit. Et nous dit le Ramban, et c'est pour ça que j'ai mis ici le drapeau, Vine enenu noeg ela baaretz, shehi nachalat Hashem. Ce bonus qu'on peut avoir là, c'est-à-dire être frappé dans nos vêtements et dans nos maisons, et pour nous indiquer qu'on a dévié de la bonne voie, ça c'est un bonus qui n'existe qu'en Eretz Israël, nous dit le Ramban, ça ne peut exister qu'ici, Kihi Nachalat Hashem, ce qui est la parcelle d'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Amar, qui tavo, et c'est un verset explicite, qui tavo l'Eretz Canaan, lorsque vous arrivez en Eretz Canaan, Asher Ani Noten Lachem, lorsque vous arrivez, alors il y aura ce phénomène-là pouvoir se passer, pas dans le désert et pas en Galoute, uniquement en Eretz Israël. Si on vous demande quel est l'avantage d'habiter en Eretz Israël, pour vous répondre, eh bien, ici, il y a la plaie, il y a la tsarade sur les vêtements et sur les maisons. En Chutz Laaretz, vous n'en avez pas. Ça peut arriver uniquement dans la terre choisie, qu'il y a une présence divine d'une telle densité et d'une telle intensité qu'on a ici un sismographe beaucoup plus fragile, beaucoup mieux réglé, et à chaque lachon hara, hop, on reçoit une indication. Et ces versets-là sont mentionnés à propos de Tsarat Abayt, de la maison, mais nous dit le Ramban, et donc, et il donne encore d'autres détails qu'effectivement, la paracha que nous lirons ce Shabbat est en fait quelque chose de très spécial, de miraculeux, un doigt divin qui intervient personnellement sur la personne. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut nous faire peur. Mais si on le prend du bon côté, c'est un avertissement, c'est quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, qui nous suit de très près et qui fait attention à ce que nous disons, même en cachette, sur quelqu'un d'autre. Et là, il nous dit, attention, là, il y a Tsara. Et effectivement, si
on est dans la semaine de Yom HaAtzmaut. Alors, il faut rappeler le Ramban, qui est de tous nos commentateurs, est le plus sioniste et le plus fervent de la terre d'Israël, et pour des raisons religieuses. Il est sioni dati leumi. Il n'est pas, c'est-à-dire, pour lui, Eretz Israël, c'est Eretz HaKodesh, c'est la terre sainte, c'est même plus que la terre sainte, c'est la terre où la présence divine est beaucoup plus proche et beaucoup plus concrète et beaucoup plus intense. Et cela, il le répète dans plusieurs occasions, et ça a beaucoup de conséquences. Entre autres, ça nous oblige, ça nous donne l'obligation de nous comporter en Eretz Israël différemment que l'on fait en Chutz La'aretz, parce que, comme nous dit le Ramban, nous sommes dans le palais du roi. Alors, dans le palais du roi, il faut se comporter comme en présence du roi. Et donc, c'est beaucoup plus, ça nous oblige beaucoup plus. Et donc, on est d'accord que cette chose-là, cette tsarat qu'on appelle sur les vêtements, c'est un phénomène miraculeux qui a ses raisons d'après le Ramban et d'après le Rambam. Mais et là, je vous ramène trois chachamim de différentes époques, différents endroits, qui nous orientent à peu près dans la même direction. Et un, c'est le Rashbam, le petit-fils de Rashi, qui d'habitude explique le texte d'après le Pshat. Et il nous dit la chose suivante dans la paracha, au chapitre 13, Kol parashiyot nigei adam venigei batim venigei begadim umarotehem, c'est-à-dire tout ce que nous allons lire ce Shabbat, les plaies qui frappent les hommes, les vêtements et les maisons, et vechishbon hezgeram, tous les calculs quand la première semaine, la deuxième semaine, ou se'arot levanot, si la couleur des poils sont blanches, ou ils sont noirs, ou ils sont jaunes, tout cela, en lanu achab pshuto shel mikra klum. On ne comprend rien du pshat, du pasuk. On peut lire les versets, on comprend les mots, mais ça ne nous dit rien, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et ajoute le Rashbam, velo al bekiyut derech eretz shel bnei adam. Et dans la vie commune des hommes, on n'a jamais rencontré ces phénomènes-là. On ne sait pas exactement. C'est entièrement théorique. On lit les versets, mais on ne sait pas exactement dans leur pratique de quoi ça a l'air exactement, ces couleurs de cheveux et pourquoi il faut attendre une semaine ou une deuxième semaine. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et bien, le Rashbam, il s'excuse. Et je m'excuse aussi par rapport à ceux qui veulent étudier la Torah seulement d'après le Pshat. Nous dit le Rashbam, non, cette fois-ci, ça ne marche pas. Et la Hamidrash et la Chachamim, le Chukotehem, le Kabbalotehem, Mipi Chachamim, Arishonim, Waïta, on n'a pas le choix, puisqu'on ne comprend pas, on est obligé de se relater directement au Midrash. Peut-être que les Chachamim anciens vont nous expliquer de quoi il s'agit. Et un peu plus tard, quelques siècles plus tard, nous dit le Sforno en Italie, quelque chose de très semblable. Il fait tout un article là-dessus et il le conclut de la manière suivante, qu'en fait, il accepte l'idée du Ramban que ces plaies-là, c'est une bonté que fait Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, ou bechemlato alehem, par pitié, que chez harov mehem le ratzon, lorsque la grande majorité seront en bon accord devant lui, Amar le horer hayechidim mehem, donc il envoie des plaies pour réveiller certains qui font pas partie de la grande majorité qui sont conformes à la loi, et il envoie des négaïm, des plaies dans les vêtements. Et si ça ne suffit pas, alors il les enverra également dans les maisons. Et si ça ne suffira pas, alors il va envoyer également dans les corps. C'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Ça, c'est lorsque le peuple juif, comme nous dit le Ramban, est entièrement dans son ensemble, va dans la voie qu'Akadosh Baruch Hu l'a guidé. Mais comme ce n'est pas toujours arrivé comme ça, lorsque les générations n'ont pas réussi à s'élever à ce niveau-là de mériter cette bonté d'Akadosh Baruch Hu,
alors ça n'existe pas. Et non seulement ça n'existe pas, mais on a perdu le souvenir de ces choses-là. En zikaron la rishonim shenimtseu olam nig'e batim. C'est-à-dire, même les anciens, quand on lit le Talmud, on voit qu'ils n'ont pas vu ces choses-là de leurs propres yeux. Non seulement qu'ils n'ont pas vu, mais ils n'ont pas le souvenir. Autant qu'ils peuvent revenir en arrière, on n'a jamais vu une chose pareille. À tel point que le Talmud nous dit dans la Masechet Sanhedrin, Bet hamenuga lo haya velo atid liot. Une maison frappée de lèpre, on n'a jamais vu cela et on n'en verra jamais. Lo haya, ça n'existait pas. Velo atid liot, et ça n'existera pas. Et il faut voir le texte là-bas du Talmud, parce que le Talmud se base là, entre autres, de tellement de détails et tellement de possibilités qui doivent se joindre, que ça, en fait, ça empêche la chose d'être réelle. Et donc, nos parchiotes là, dans le livre de Vaïkra, chapitre 12, 13, 14, 15, sont entièrement théoriques, ils ne sont pas pratiques, bien qu'ils sont formulés d'une manière très pratique, et presque comme un formulaire de médical. Mais on n'a jamais vu cela, ni de Baït Rishon, ni de Baït Sheni, ni depuis lors, ni jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a une idée, peut-être tous les Chachamim ne seront pas d'accord là-dessus, surtout ce qui fait ici une prophétise pour l'avenir. Lo haya velo atid liyot. Alors, on peut se demander pourquoi c'est écrit. La manirtav. Si ce n'est pas pratique, réponse de la Gemara, Dorosh de Kabel Sachar. Eh bien, étudie ces chapitres-là, tire-en une leçon et essaye d'en prendre profit. Et il faut étudier quand même, c'est fait partie de l'imoud de Torah, et donc il faut étudier ces passages. Si vous l'avez devant les yeux, alors on va l'étudier, mais pas d'après le tchat, parce que même les pashtanim nous ont dit que c'est pas pratique, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas si on va dans ce sens-là, en entendant que la chose soit prouvée. Ben, il va quand même étudier la chose et on va essayer d'en sortir une dracha, une certaine leçon, et on peut et beaucoup ont essayé, entre autres le Rambam lui-même, Maïmonide, qui n'a pas plus de réaliste que lui, et dans le même article que je vous ai lu précédemment, il continue. Effectivement, ces plaies-là viennent nous prévenir de la shonara, afin que tu t'éloignes de la médisance, qui est une idée évidemment acceptable. Évidemment, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Il faut faire attention surtout quand on parle des autres. Et donc, véritablement, c'est je peux dire, c'est très encourageant, cette chose-là. Et d'où est-ce qu'ils sont arrivés à cette idée-là? On va tout de suite voir. Mais regardez ce que nous dit le Rambam. Hamesaper belashon hara mishtanot kirot beto. Ça, c'est ma traduction à moi, qui n'est pas exactement littérale, mais qui garde l'esprit général de la chose et qui nous dit la chose suivante. Celui qui fait du lashon hara, eh bien, les murs de sa maison se transforment. C'est le Rambam. Évidemment, il se base sur le Midrash. Mais oui, il y a. Alors, le Rambam nous a fait un rapport spirituel et corporel un peu holistique il faut bien le dire, le Rambam a bien lu le Tanakh. Dans le Tanakh, on ne parle pas de médecin, on ne parle pas de médecine de la manière on la conçoit aujourd'hui au XXIe siècle. Et souvent, les problèmes, même les problèmes physiologiques, sont réglés d'une manière spirituelle. La main de Moshe ou Myriam qui est frappée de lèpre, et il n'y a pas de médecins qui vont la consulter. Et non, la réponse sera du genre moral et du genre spirituel, pas du genre médecine comme on le conçoit aujourd'hui. Le rapport spirituel et corporel était beaucoup plus fort. Et cette idée-là, on essaye un peu de la retrouver aujourd'hui dans une médecine holistique, mais elle est plutôt
psychologique, alors que dans le Tanakh, elle est plutôt, elle va beaucoup plus loin. Elle va, si tu es malade, c'est que ta spiritualité est en faille. Et peut-être c'est comme ça qu'il vivait, et c'est comme ça, et peut-être que ça marchait effectivement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, lorsqu'on lit ça chez le Rambam, qui était lui-même médecin et qui a écrit des livres en médecine empirique, et il nous dit la chose suivante, Amesaper belashon hara mishtanot kirot beto. Les murs changent. Im chazar bo yitaer habayit. S'il revient de sa faute, alors la maison reviendra à son originalité, à sa forme originale. Im amad berisho, mais s'il persévère, alors ses meubles de cuir, son siège, sa couche se déforment. S'il fait tchouva, ça va très bien, mais sinon, ses vêtements sont atteints. S'il fait tchouva, alors tout va être réglé en ordre. Mais sinon, c'est sa peau qui devient lépreuse. Il est séparé, pointé, isolé, jusqu'à qu'il cesse ses conversions perfides, ses médisances et ses moqueries. C'est ce qui nous. Et d'où ça vient cette idée-là? Eh bien, nous dit le Rambam, elle est presque explicite dans la Torah, dans le livre de Devarim, lorsqu'on nous parle de Myriam, et la Torah nous rappelle, Ishamer benegat sarat. Fais attention, observe avec soin les prescriptions relatives à la lèpre, et tout de suite, les versets suivants nous disent, souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Myriam pendant votre voyage au sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé de lèpre. Et donc, Ishamer benegat sarat, comment tu peux faire attention de ne pas avoir la lèpre? Eh bien, ne dis pas de la shonara. Et cette idée-là, elle est très répandue. Elle est forte dans ce sens-là que les gens prennent la lashon hara au sérieux. Même si ils ne prennent pas ce midrash-là toujours au sérieux. C'est-à-dire, personne n'a vu que effectivement les murs de la maison changent ou qu'il y a dans nos vêtements quelque chose qui apparaît lorsqu'on parle de lashon hara. Mais cette idée-là que la lashon hara est grave a passé dans ce midrash-là et dans d'autres jusqu'à que le Chafetz Chaim, le Rav Israël Meir HaKohen de Radin, qui a écrit le Mishnah Bora, un des grands poskim des générations précédentes, a écrit tout un livre concernant Shmirat al-Lashon. Il en a fait sa thèse essentielle. Shmirat al-Lashon, faire attention à ce que l'on dit, est quelque chose de très important et de très central. Et en fait, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, étant donné que la tsarat, dans le pshat des versets, c'est quelque chose d'apparent. On le montre au Kohen, et les gens savent, et il faut sortir tout en dehors, et ça, c'est quelque chose qui apparaît sur la couche superficielle, sur le corps, sur la peau. C'est pas une punition qui te prend dans les intestins ou dans le cœur ou dans les poumons. C'est sur la peau. C'est sur les maisons qui sont apparentes. Ça se voit. Et donc, si ça se voit, ça met tout de suite cette idée-là de tsarat dans le domaine des relations de la personne avec ce qui se passe autour de lui, à l'extérieur de lui. Et donc, le lashon hara peut effectivement s'insérer dans ces relations-là en disant, attention, on peut perturber les rapports que peut avoir une personne avec son entourage. Et c'est basé sur les midrashim, et je vais rapporter un autre midrash. Vous voyez là, Shmuel Yosef Agnon. Et pourquoi je ramène ce midrash? Parce que mon père, où est ce livre-là, voilà. Vous voyez à l'envers. Mais je ne sais pas comment il faut tourner là. Mais en tous les cas, ça s'appelle Un monde inachevé. Et dans ce monde inachevé, il a un chapitre qui commence par nous dire la chose suivante, un midrash moderne, Hamalbush de Shmuel Yosef Agnon. Pour mon père Zichrono Livracha, cette histoire-là de Hamalbush, Hamalbush c'est le beged, c'est le vêtement, est un midrash moderne. De quoi il s'agit ici? Il s'agit d'une histoire qui n'est pas très longue, qui s'appelle effectivement Hamalbush en hébreu, le vêtement. Je vous ai amené ici la traduction qui est prise de ce livre-là, mais il faut lire la langue de Agnon dans le texte original, parce qu'effectivement,
une langue hébraïque tellement proche du Midrash et tellement proche des textes de la tradition qu'on a l'impression qu'on lit quelque chose que des Chachamim anciens. En tous les cas, Shmuel Yosef Agnon, prix Nobel de littérature très connu, nous raconte l'histoire suivante. Un tailleur, je lis là, un tailleur est assis et s'occupe du vêtement à la tombée de la nuit. Un vêtement confectionné pour le prince, d'une étoffe de qualité supérieure fabriquée dans les ateliers du prince. La journée s'achève et le travail n'est point achevé. Tant qu'il faisait jour et que le soleil brillait, le tailleur s'est occupé de choses qui lui paraissaient indispensables. Mais maintenant que la journée est passée et qu'est venue l'heure de livrer le vêtement à son maître, il s'aperçoit et reconnaît qu'il n'en avait nul besoin. Ce qui lui paraissait indispensable, eh ben, ne l'était pas vraiment. Mais par contre, il est urgent d'apporter les vêtements au prince. Et de cela qu'il s'agit dans cette histoire-là, du tailleur qui a un vêtement qui est presque fini, mais qui ne l'a pas fini. Et alors, il traîne, et il se pose des questions. Il regarde encore une fois le vêtement, qu'est-ce qu'il peut ajouter. Il prend ses lunettes, les essuie, les remet et examine le vêtement pour voir ce qui lui manque. Les boutons sont cousus et les accessoires enjolivants embellissent le costume. Mais il manque quelque chose à l'habit, quelque chose qui fait que le vêtement est un vêtement et que s'il manque ce quelque chose, le vêtement n'est plus un vêtement. Ce sentiment lui cause un malaise et l'aiguille lui échappe des doigts. Et à ce moment-là, il y a toute une série de choses que je ne vais pas faire spoiler parce que vous allez sans doute le lire, l'histoire dans le texte, mais vous tirez profit du récit. Et même si je vous dis comment il se termine pas très bien parce que notre tailleur et qui essaye de fignoler son vêtement n'y arrive pas. Il voit plus très bien et l'aiguille lui échappe. Et alors, il sort dehors et puis il va boire quelque chose et puis il revient à son travail et puis sa femme lui fait à manger. Alors, il va manger et puis le jour passe et même le lendemain passe. Et puis, il va au Beth Knesset, et puis il traîne, et puis il rencontre des amis, etc. Et c'est pas tellement long, d'ailleurs, l'histoire, c'est une quinzaine de pages, mais finalement, l'habit n'est pas réparé. Non seulement n'est pas réparé, mais il est un peu abîmé. Et alors, il décide qu'il va le laver. Il va laver la tache qui est sur l'habit. Et où il va le laver? Il va le laver à la rivière. Alors, il va à la rivière avec son habit, et finalement, il tombe dans l'eau et il se noie et un poisson attrape l'habit et finalement l'histoire finit sans que l'habit a été donné au prince. Et c'est une histoire tragique, mais j'espère que vous arriverez à surmonter la tragédie. Et en tous les cas, c'est de cela qu'il s'agit dans l'histoire Hamalbush de Shmuel Yosef Agnon. Cette histoire-là a été interprétée de différentes manières. Elle est assez réaliste comme elle est décrite, c'est-à-dire vraiment comme d'habitude, Agnon écrit des situations très concrètes. Peut-être un peu par la fin, quand il tombe à l'eau et que le poisson attrape l'habit et tire l'habit dans la rivière, ça c'est déjà un peu surréaliste, mais d'une manière générale, c'est un texte qui est on peut très bien saisir les situations et les décrits. Mais on comprend très bien que c'est pas de là qu'il s'agit, il y a quelque chose d'autre derrière. Et donc, ça a été interprété comme une allégorie. Certains ont dit, c'est simplement, pas simplement, mais il arrive à tout le monde d'avoir des choses très importantes à faire, mais on les repousse. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous se présentent beaucoup plus proches et c'est beaucoup plus facile de s'occuper de choses puériles de la vie courante plutôt que la chose importante, qu'on sait qu'elle est importante, on sait qu'elle est l'essentiel, mais on la repousse chaque fois un peu et on connaît cette tentation-là et finalement la chose n'arrive pas à s'achever. Peut-être c'est une allégorie de ces phénomènes humains que tout le monde connaît. Et d'autres vont dans d'autres directions, entre autres, nous expliquent à partir d'une idée de la Kabbale que je vais retenir, bien que je vais l'orienter dans une autre direction, qui nous dit la chose suivante. Et à Malbouche,
c'est en fait l'extériorité de chaque chose. C'est-à-dire, chaque chose est enveloppée d'habits, de vêtements. Je dis chaque chose, y compris Akadosh Baruch Hu. Oteor Kastalma, Akadosh Baruch Hu s'enveloppe de la lumière. Quand on voit la lumière, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Il se cache derrière la lumière. Que la lumière soit une lumière naturelle ou une lumière spirituelle, Akadosh Baruch Hu bichvodo ou be'atzmo, il se cache. Lo yir'ani Adam. On ne peut pas le voir. Et donc, il se cache derrière Malbushim, derrière des vêtements qui l'enveloppent. Et en fait, chaque chose dans le monde a un garin, Noyau. un noyau, merci, qui est la chose véritable et véridique de la chose, mais on ne la voit pas, ce noyau-là, il est enveloppé, il est entouré, il a ses vêtements à lui. Et donc, cette histoire-là de Agnon parle en fait de du besoin que l'homme doit faire pour, s'exprimer, ou pour plutôt réparer ses habits, pour que ses habits reluisent. C'est un peu le sens des mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire les mitzvot concrètes sont ce qui nous entoure, c'est notre environnement. Et donc, ces mitzvot-là peuvent nous faire en fait que le malbouche, les vêtements, notre environnement soit plus rayonnant, soit plus spirituel, soit plus conforme à notre intériorité. Et cette idée-là qui est reprise déjà dans le Zohar, mais plus tard aussi dans les autres Mekoubalim, et qui a une vue du monde entre un noyau central enveloppé et enveloppé, enveloppé, et plus qu'il y a d'enveloppe, alors plus on s'éloigne de la chose véridique qui se trouve à l'intérieur. Il faut peut-être enlever les pelures, un peu comme un oignon pour arriver à la substance qui se trouve à l'intérieur. Et on peut lire le texte que je viens de lire avec cette optique-là, et j'irai un peu dans ce sens, mais un peu je vais le faire dévier si vous me permettez, puisqu'on a dit Dorosh Vekabel Sachar. Et donc, je vais essayer de faire une dracha d'abord sur l'histoire d'Agnon et vous dire la chose suivante, que le prince et le tailleur, eh ben, c'est la même personne. C'est-à-dire quoi? Un tailleur est assis et s'occupe du vêtement. De quoi il s'occupe? De son propre vêtement à lui, de son extériorité à lui. Notre extériorité à nous, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas l'ensemble des actes que nous faisons. Nous sommes autre chose. Nous sommes le noyau interne qui nous meut. Et ce n'est pas nos actes. Nos actes expriment une partie de ce que nous sommes. Mais il y a une grande partie de ce que nous sommes que nous n'avons pas réussi à exprimer. Et donc, un tailleur est assis et s'occupe du vêtement qu'il veut faire. Il doit faire en sorte que le vêtement, l'image qu'il a de lui-même ou l'image qu'il montre à son entourage, elle doit être une image la plus conforme possible à son intériorité. Il faut savoir, et c'est aussi une idée de la Kabbalah, que l'intériorité est toujours plus élevée que l'extériorité. Autrement dit, si je vous rencontre quelqu'un, ou je connais quelqu'un, je ne le connais pas à fond. Et au fond, il est beaucoup mieux que de la manière dont il m'apparaît. Il m'apparaît d'une certaine manière, mais il cache en fait son intériorité qui est beaucoup plus élevée. Quand on parle de nous-mêmes, on sait très bien que nous sommes beaucoup mieux que ce que nous faisons. Et on a des ratés et on a des choses que nous n'arrivons pas à mener à bien jusqu'au bout. Notre fort intérieur est beaucoup plus élevé que ce que nous faisons. Quand je dis faisons, également ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Nous avons une personnalité beaucoup plus forte et beaucoup plus reluisante que nos actions que nous pouvons faire dans ce monde-ci. Et donc, un tailleur est assis et s'occupe du vêtement. Et à la tombée de la nuit, c'est-à-dire il est vers la fin de sa vie, un vêtement confectionné pour le prince. Mais le prince, c'est lui, d'une étoffe de qualité supérieure fabriquée dans les ateliers du prince.
La journée s'achève et le travail n'est point achevé. Il n'a pas réussi à exprimer toute son intériorité, peut-être partiellement, peut-être d'une manière très faible. Tant qu'il faisait jour, que le soleil brillait, le tailleur s'est occupé de choses qui paraissaient indispensables. Évidemment, on fait beaucoup de choses. Maintenant que la journée est passée et qu'est venue l'heure de livrer les vêtements à son maître, il s'aperçoit et reconnaît qu'il n'en avait nul besoin. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de choses futiles. Il était influencé, son image extérieure. Ensuite, il tremballe son vêtement un peu partout et il va au Beth Knesset, entre autres, mais il va aussi au Beth Café, au Beth Marzer, entre autres, il va voir les copains et il a son image et l'image que les autres se font de lui et il est influencé par ces images-là. Au lieu qu'il fasse exactement ou de manière la plus proche possible de son intériorité, il est influencé par beaucoup de choses qui lui paraissent indispensables, mais qui en fait ne le sont pas. Ce qui est important, c'est qu'il arrive à porter le vêtement en tant que prince lorsqu'il pourra mettre son vêtement qui est vraiment à lui. Alors il vérifie le vêtement et il cherche qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque. Mais les boutons sont cousus et les accessoires, tout y est. Mais il manque ce petit quelque chose qui dit oui, ça c'est mon vêtement à moi, c'est ma personnalité à moi et ce n'est pas ce qui a été influencé forcément par mon entourage. Et si je lis de cette manière-là l'histoire de Agnon qui finit mal, comme nous l'avons dit, et je reprends la parashat à Shavua, qui finit beaucoup mieux. Pourquoi elle finit beaucoup mieux? Parce qu'elle nous permet et nous donne la manière de corriger pas notre personnalité, mais notre image, l'image de notre personnalité. Pas notre intériorité, mais la manière où ça s'exprime à l'extérieur. Nous dit le texte de la Torah. Lorsque l'habit aura été frappé de tsarat, בבגד צמר או בבגד פשתים, או בשתי או בערב לפשתים ולצמר, או באור או בכל מלאכת אור. On lit ça en français. Ou seul d'étoffe de laine, ou étoffe de lin, ou seulement dans la chaîne, ou dans la trame de lin, ou de laine, ou dans une peau, ou dans quelques ouvrages en peau. Et vous allez voir que ces expressions-là reviennent sans arrêt dans le chapitre, et pour nous dire qu'en fait, peu importe de quoi est la matière de l'image que tu te fais. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de quoi tu as l'air. Le problème est, est-ce que tu as l'air de ce que tu es? Est-ce que l'image que tu te fais de toi-même ou l'image que ton entourage se fait de toi correspond effectivement à ta personnalité interne? Il arrive que non. Il arrive qu'il y ait néga. Il y a une plaie. Il y a quelque chose qui fait dévier, qui fait faille. Et comme on nous dit la Torah, c'est néga. Baya hanega yirakrak o adamdam. Traduction, si la partie attaquée est d'un vert ou d'un rouge foncé, il y a des couleurs trop fortes dans ton image. Ton image ne correspond pas à ce que tu es parce que tu as mis l'accent sur quelque chose beaucoup plus fort qu'il ne fallait. Il faut dire aussi que le mot yirakrak adamdam, qui est traduit ici par un rouge foncé, comme ça, certains commentateurs nous disent yirakrak yarok sheba yarok, adamdam adom sheba adom, le rouge du rouge, le vert du vert. Mais il y en a qui disent pas du tout, au contraire. Yirakrak, c'est verdâtre. Adamdam, c'est rougeâtre. Ça peut être aussi jaunâtre, c'est-à-dire pas vraiment rouge, pas vraiment jaune, pas vraiment vert, c'est un peu détaché, c'est un peu moins brillant comme image. Et là aussi, ça revient à la même chose. C'est-à-dire si la couleur de ton vêtement n'est pas appropriée à ce qu'il doit être. Il est trop foncé ou il est peut-être pas assez foncé. De toute façon, qu'on comprend comme ça ou de cette manière-là, que ce soit babeged ou baor ou bashti ou baerev ou bechol kli or, peu importe maintenant de quelle manière est fait ton vêtement. Si il y a des taches qui sont beaucoup trop fortes ou qui ne sont pas assez fortes, alors c'est négatsarat. Alors effectivement, il y a un problème.
ton image ne correspond pas, il y a des exagérations. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Eh bien, tu vas au Kohen. Vehora est à Kohen, tu dois aller te montrer et essayer de voir comment son image se reflète chez le Kohanim, dans le tabernacle, dans le monde spirituel. C'est en fait, la Torah est un miroir. Tu étudies la Torah et tu comprends qui tu es. Et s'il y a un décalage entre les deux, eh ben, tu essayes de corriger. Vera'a Kohen, je suis déjà au chapitre 50. Vera'a Kohen est un nega, vizir est un nega shivat yamim. Le pontife examinera la plaie et la fera enfermer durant 7 jours. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les autres tsaraat, ce laps de temps intermédiaire. Le Kohen ne dit pas, ah, je vois, c'est comme ça, tu es comme si, eh ben, va te faire réparer. C'est pas comme on va là au garage et le mécanicien remarque tout de suite quel est le problème. Non, il faut attendre 7 jours. C'est que semble-t-il, lorsque nous portons sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre, puisqu'il s'agit également de la Shonara, et sur quelqu'un d'autre, un jugement, il est faussé ce jugement. Pourquoi est-ce qu'il est faussé? Parce que tu prends la personne à l'occasion où tu vois ce qu'il fait, mais tu ne comprends pas le contexte. Tu ne sais pas si il est en descente ou il est en montée. Tu le vois juste là où il se trouve. Or, tout acte, toute action que peut faire un homme et dépend de ce qu'il a fait avant et de ce qu'il fera après. C'est un vecteur qu'il faut voir là. Et donc, il faut attendre. Il faut comparer sa position aujourd'hui à la position suivante. Ici, c'est marqué dans 7 jours. On voit là, on revoit la personne et son beged, en fait, son image, son vêtement, le 7e jour. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'il fasse ça, beged. Et s'il constate en visitant la plaie au 7e jour, qu'elle a grandi dans l'étoffe, ça s'est étendu. Donc, ce que nous avons vu en problématique, la couleur trop forte que nous avons remarquée, elle a grandi. Si elle a grandi, ça c'est grave. Là, il faut faire quelque chose. Qu'elle a grandi dans l'étoffe ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans la peau. À quelques ouvrages que cette peau a été employée, c'est une lèvre corrosive que cette plaie, elle est apparue. C'est un nega kitsarat mam erefi ba eshti sarep. Conclusion, il y a danger. C'est-à-dire, c'est pas l'acte en soi qui est problématique, c'est pas l'image telle que c'est présentée à nous qui est problématique, c'est le changement qui a été fait depuis qu'on l'a vu à l'époque et qu'on le revoit aujourd'hui. A-t-il progressé ou non? Si le néga, si la plaie a progressé, c'est qu'il y a là, on peut dire, un problème grave dans l'image qu'il se forme. Et donc, Ba'esh qui s'arrête, la réponse est le beged. L'image doit être brûlée. C'est pas qu'il n'aura pas de beged, il en mettra un autre. Un autre, c'est-à-dire il se fera une nouvelle image de soi, c'est possible, et c'est un peu drastique comme situation, mais c'est fort possible de recommencer l'image que l'on fait de soi à zéro. On recommence, on se refait une personnalité à partir d'une nouvelle image que nous créons à nous-mêmes et autour de nous. Je passe rapidement au verset suivant. Si le Kohen voit que non, la plaie ne s'est pas propagée, elle n'a pas progressé. Vous voyez que le texte à chaque occasion reprend pour bien nous dire que peu importe. Kohen, à ce moment-là, le Kohen nous dit bon, ça n'a pas progressé, c'est très bien. Il faut nettoyer la plaie. Le problème qu'il y a, il faut le nettoyer. Il faut être beaucoup plus, pas besoin de refaire toute la personnalité, mais le problème doit être réglé. Et alors, on nettoie. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On attend. On attend, encore une fois, 7 jours. Pour voir où on en est. Je suis au verset 55. Et si le pontife observe que cette plaie, après avoir été lavée,
et n'a pas changé d'aspect après 7 jours. Oui, il a déjà attendu 7 jours. Lo hafach hanega. Et qu'elle ne s'est pas agrandie, à ce moment-là, et là on peut être intéressé, et étonné plutôt, à ce moment-là, tamehu. S'il n'y a pas eu de changement du tout, c'est pas bien. C'est même grave. C'est même, et il y a forcément quelque chose qui se passe. La plaie est restée au même. Elle n'a pas augmenté, mais elle n'a pas diminué. À ce moment-là, s'il n'y a pas de changement, si la personne est statique, alors alors ça signifie, comment il traduit prêtet, si elle n'a pas agrandi, il y a érosion sur l'envers ou sur l'endroit de l'étoffe. On ne sait pas exactement où se trouve l'érosion, mais quand vous voyez quelqu'un qui ne bouge pas, il ne progresse pas, il n'est pas plus mal qu'avant, mais il a la même chose. Quelqu'un qui est la même chose, eh ben, c'est qu'il y a une érosion. On ne peut pas être stable, on ne peut pas être statique dans la vie spirituelle où on progresse ou bien il y a érosion. Et donc, il faut faire quelque chose. Autre possibilité, la plaie n'a pas progressé, mais sa couleur a changé. Elle est maintenant moins forte. Elle était rouge et bohèque et très lumineuse, et elle est devenue moins lumineuse. À ce moment-là, on voit qu'il y a progression. Alors, il faut faire quelque chose de plus fort. On déchire, on coupe le problème, on limite le problème, on arrive à le cerner. Ce n'est pas toute la personnalité qui est atteinte, mais seulement une phase de sa personnalité. On l'enlève et le reste de l'image peut rester mina beged, mina or, mina shti ou mina erev, de toutes les possibilités de la chaîne ou de la trame, etc., etc. Mais une fois enlevé, si ça réapparaît, c'est qu'on n'a pas fait l'effort qu'il fallait jusqu'au bout. Vous voyez que tout ce chapitre-là qui parle d'un beged, qui parle du vêtement de la personne, qui parle de l'image que l'homme se construit pendant sa vie, on essaie de trouver les moyens de l'améliorer, de la perfectionner, d'en faire quelque chose de mieux, de plus qui correspond plus à véritablement sa personnalité interne. Et finalement, j'arrive au verset 58 et 59, et finalement, on arrive à chercher finalement, on arrive à la solution. On peut se créer une nouvelle image, on peut se créer un nouveau habit, on peut faire fonctionner notre habillement et apporter à soi-même et devenir un habit de prince qui nous correspond exactement et qui nous colle à la peau. On va le lire ici en français et c'est le verset 58. Si la plaie dans cette deuxième partie, pour l'étoffe, la chaîne ou la trame ou l'objet fait de peau que tu auras lavé et d'où la plaie aura disparu, il sera lavé une seconde fois. Et les Chachamim nous disent pourquoi une seconde fois. La première fois, c'est pour enlever la plaie. La seconde fois, c'est pour purifier tout l'ensemble du vêtement. Et à ce moment-là, on ne sait pas qu'il n'a pas de plaie, c'est qu'il est entièrement purifié et il sera pur. Telle est la règle concernant l'altération lépreuse sur l'étoffe de laine ou de lin, ou sur la chaîne, ou sur la trame, ou sur tout objet en peau, qu'il s'agira de déclarer pur ou impur. Il y a donc ici un effort constant. Et encore une fois, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Pas de la personne en soi, mais de l'image qu'il se fait. Un homme doit corriger l'image qu'il a de lui-même. Qui je suis, il peut se demander. Et ce qu'il doit chercher, c'est de trouver que son image est adéquate à sa personnalité. Et comme tout un chacun évalue sa propre personnalité comme positive, alors évidemment, ce qu'il fait et ce qu'il pense et ce qu'il ressent doit être positif. Et plus que ses actes extérieurs seront positifs, plus il aura un sentiment et une image de soi
plus élevé, et ainsi de suite, il pourra de petit à petit s'élever et se surélever et se surpasser, et finalement, finit la Torah de ce passage-là, Zot Torah Nega Tsarat, le Taharo ou le Tamo, il est beaucoup plus optimiste que Shai Agnon. Ça, c'est le système que la Torah nous dit, comme ça qu'il faut corriger notre image publique et on peut la purifier. On peut également, chas v'shalom, la rendre impure, mais Zot Torah Tanega, c'est de cela que la Torah peut-être nous parle dans cette allégorie-là, dans ce chapitre 13 du livre de Vaïkra. Et il ne reste qu'à attendre vos réactions et vos remarques qui seront certainement pertinentes. Shalom le Koulam, ouvrez vos micros. Vous pouvez dire un mot? Oui. Annette. Oui, Annette, Rakasha Bechavod. Vous m'entendez? Simplement, je voulais simplement conclure votre extraordinaire conférence. J'ai beaucoup aimé parce que cette paracha est très compliquée. Mais j'ajouterais le mot harmonie. Quand vous dites le mot harmonie. Être en harmonie avec soi. Oui, je l'étais noté. Vous avez raison, absolument. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça le problème. Et ça, c'est la psychosomatique. C'est la médecine psychosomatique. C'est exactement ça. Ne pas être déchiré constamment. Et le rouge et le vert créent une disharmonie. Et voilà. vous avez absolument raison. C'est pas facile à faire, mais c'est ça le absolument. Merci être en conflit interne, mais vivre sa vie en accord entre l'intériorité et l'extériorité. Oui. Merci pour ce cours. Oui, Monsieur Trink, je oui, vous vois dans les Alpes. Oui, c'est vrai. Je rejoins que je vous félicite parce que c'est vraiment une paracha difficile et vous avez très bien suivi de près sur l'allégorie. Mais alors, le vêtement, c'est un peu, enfin, la peau, le vêtement et la maison, ce sont des frontières. Et donc, là, vous l'avez très bien expliqué que le vêtement, c'est l'image vis-à-vis de la société, aussi la frontière entre soi et le reste social. Alors, si on transporte à la maison, est-ce qu'on peut dire que c'est le même phénomène qui est l'insertion politique? C'est-à-dire que la maison, c'est la maison dans la ville. Et donc, c'est une sorte d'harmonie ou de disharmonie, pour reprendre le mot d'Annette, oui, vis-à-vis de la vie politique. Voilà. Social. Non, pas sociale. Sociale et le vêtement. Mais là, on est dans un autre système de relations. Oui, et vous vous rappelez le Rambam. Le Rambam, il a mené tout ça vers la Shonara en disant qu'il y a une aggravation et une progression qui vient de l'extérieur à l'intérieur. Si je dis la Shonara, ça commence sur les maisons. Si je réussis à réparer, alors c'est bien. Sinon, ça passe sur les vêtements. Si ça marche très bien, sinon ça arrive à la peau. Mais si vous lisez la paracha, elle va dans le sens inverse. Et alors, on peut faire des midrashim, mais à mon sens, vous avez raison que chaque paragraphe dans la paracha parle d'autre chose. Elle parle de l'homme, elle parle de l'image de l'homme, elle parle de l'homme dans son action politique. Vous avez appelé ça politique, ça va aussi. Parce que la maison, effectivement, elle a une porte, et on rentre et on sort, et il y a toute un dynamisme qui se crée là-dedans, effectivement. Et les Chachamim ont également mis le point là-dessus. Celui qui ferme sa porte, comme ça nous disent les Chachamim, celui qui ferme sa porte au voisin, à autrui, et chaque fois qu'on frappe à la porte, on dit j'en ai pas. J'ai pas de louche, j'ai pas de tamise, j'ai pas de sel, j'ai pas d'eau. Alors finalement, qu'est-ce qui va lui arriver? Sa maison va être détruite et tout le monde va voir qu'est-ce qu'il a effectivement à l'intérieur. Et effectivement, c'est ça.
c'est ça la question, comment notre propre personnalité peut rentrer en contact avec les autres et créer une société. Oui, s'il y a un problème, eh ben, il faut le résoudre avant qu'on brûle tout, qu'on casse tout. Oui, il faut le résoudre et c'est possible. C'est ça que nous dit la paracha. C'est possible. On peut revenir à la case première et corriger nos erreurs. Oui, oui, et il le faut même. Si on parle de Yom HaAtzmaut, on peut se réjouir de tous les acquis et il faut se réjouir de ce qu'on a, Baruch Hashem, mais il faut aussi savoir qu'on n'est pas encore arrivé à la, comme nous disait le Ramban, Kol Am Israël Shlemim Im Hashem. On n'est pas encore arrivé à la plénitude, à l'harmonie totale. Il faut, oui, donc il y en a encore du travail. Et la Torah est optimiste, même s'il nous donne beaucoup de gageures à surmonter. Ok, merci. Merci. Merci à vous. Chag Sameach. חג שמח, יום עצמאות שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות. כל טוב. משפחת צרפתי, להתראות בקרוב. להתראות. להתראות. שלום, שלום. שלום. Shalom. Bye bye. Au revoir. Au revoir.